Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France, affaiblie mais encore résolue à maintenir son empire colonial, regarde vers l'Indochine avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Ce territoire, qui regroupe le Vietnam, le Laos et le Cambodge, n'est pas seulement une source de matières premières précieuses comme le caoutchouc et le riz, c'est aussi un symbole du prestige colonial français. Pourtant, sous la surface, le feu couve depuis longtemps. Les aspirations nationalistes, étouffées depuis des décennies, se sont renforcées pendant l'occupation japonaise. Les peuples de l'Indochine ont vu que les puissances coloniales pouvaient vaciller. Dans les ruelles de Hanoï comme dans les rizières du delta du Mécogne, une idée s'installe, l'Indochine doit appartenir à ceux qui y vivent. Tandis que Paris rêve encore d'une restauration coloniale, une nouvelle génération de leaders révolutionnaires, guidés par Ho Chi Minh, se prépare à défier l'ordre établi. La guerre d'Indochine, qui s'annonce, ne sera pas seulement un affrontement militaire, elle sera une lutte idéologique, un choc entre un empire en déclin et un peuple décidé à forger son avenir. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France tente de réaffirmer sa présence sur la scène internationale, et ses colonies représentent un élément stratégique de cette ambition. L'Indochine française, composée du Vietnam, du Laos et du Cambodge, est alors un joyau colonial à la fois par ses ressources naturelles abondantes riz, caoutchouc, minerais et par sa position géopolitique au cœur de l'Asie du Sud-Est. Mais derrière l'apparente stabilité, le sol est déjà miné par des décennies de tensions. Depuis la fin du XIXe siècle, la domination coloniale a imposé un système administratif, économique et culturel qui marginalise les populations locales, confiant les richesses et les postes clés à des élites proches du pouvoir français. Le ressentiment gronde, nourri par un nationalisme croissant et par l'influence des idées révolutionnaires, notamment communistes. Des figures comme Ho Chi Minh émergent, incarnant la lutte pour l'indépendance et l'autodétermination. La Seconde Guerre mondiale joue le rôle d'accélérateur. L'occupation japonaise de 1940 à 1945 fragilise l'autorité française et offre au mouvement indépendantiste une occasion inespérée de se structurer et de s'armer. Lorsque le Japon capitule, le Viet Minh proclame l'indépendance du Vietnam en septembre 1945. Pour Paris, c'est un affront insupportable, céder l'Indochine reviendrait à reconnaître le déclin de l'Empire. Pour Hanoï, au contraire, c'est l'acte fondateur d'une nation souveraine. Le choc entre ces deux visions est inévitable, et les racines profondes du conflit viennent d'être irriguées par le sang de l'histoire. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, l'Indochine française semble encore loin des combats européens. Mais en 1940, la France métropolitaine capitule face à l'Allemagne nazie. Le régime de Vichy, mis en place sous l'autorité du maréchal Pétain, conserve nominalement le contrôle des colonies, y compris l'Indochine. Cependant, la situation géopolitique change brutalement. Le Japon impérial, en pleine expansion en Asie du Sud-Est, convoite les ressources et la position stratégique de la péninsule indochinoise. En septembre 1940, profitant de la faiblesse française, les forces japonaises pénètrent en Indochine, obtenant par la contrainte l'autorisation de stationner des troupes et d'utiliser les infrastructures. Officiellement, la France de Vichy reste administratrice du territoire, mais dans les faits, le Japon impose sa loi. Les ports, les voies ferrées et les dépôts sont placés sous contrôle nippon. Les ressources, notamment le riz et le caoutchouc, sont réquisitionnées pour soutenir l'effort de guerre japonais, plongeant la population dans des privations croissantes. Cette occupation hybride nourrit un sentiment de double oppression, d'un côté, l'autorité. En septembre 1945, au cœur de Hanoï, une foule immense se rassemble sur la place Ba Dinh. Le soleil tape, les drapeaux rouges frappés de l'étoile dorée flottent dans l'air lourd. Sur l'estrade, un homme frêle mais charismatique prend la parole, Ho Chi Minh. Son visage marqué par les années d'exil et de lutte ne trahit aucune hésitation. Devant lui, Vietnamiens de toutes origines, soldats revenus de la guerre, paysans, ouvriers et étudiants, écoutent dans un silence quasi religieux. En citant la Déclaration d'indépendance des États-Unis et la Déclaration des droits de l'homme française, Ho Chi Minh inscrit son discours dans une lignée universelle, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La proclamation de la République démocratique du Vietnam marque un tournant, après des décennies de domination coloniale française et des années d'occupation japonaise, le pays entend désormais tracer son propre chemin.
Mais derrière l'enthousiasme et l'espoir, une ombre plane, la France, affaiblie par la Seconde Guerre mondiale, n'est pas prête à renoncer à son empire colonial. Les négociations s'annoncent tendues, et déjà, certains pressentent que les mots de liberté prononcés ce jour-là pourraient bientôt être noyés dans le fracas des armes. Après la proclamation d'indépendance du Viet Minh, les tensions avec la France atteignirent un point de non-retour. En 1946, les négociations de paix menées à Fontainebleau échouèrent, principalement à cause des divergences irréconciliables sur l'avenir politique du Vietnam. Pour Paris, il était inconcevable de perdre une colonie stratégique au cœur de l'Asie du Sud-Est, riche en riz, en caoutchouc et en matières premières. Pour Ho Chi Minh et ses partisans, céder face à la France revenait à trahir le rêve d'indépendance durement acquis. La situation dégénéra le 23 novembre 1946, lorsque la marine française bombarda la ville portuaire de Haiphong, faisant des milliers de morts civils. Cet événement marqua l'ouverture officielle des hostilités. Rapidement, le Viet Minh adopta une stratégie de guérilla, évitant les affrontements directs avec une armée française mieux équipée, mais exploitant à fond sa connaissance du terrain et le soutien populaire. Ce conflit ne se limitait pas à un simple affrontement militaire, il devint aussi une guerre idéologique. La France défendait sa vision d'un empire rénové dans l'Union française, tandis que le Viet Minh se présentait comme le champion du nationalisme et de l'anticolonialisme, trouvant des appuis auprès de l'URSS et de la Chine communiste. Dès les premiers mois, il devint évident que cette guerre serait longue, coûteuse et sanglante pour les deux camps. Dès la fin de 1946, le Viet Minh, sous la direction de Vo Nguyen Giap, mit en place une stratégie de guerre asymétrique redoutablement efficace. Conscients de leur infériorité en armement lourd face à l'armée française, les combattants vietnamiens optèrent pour la guérilla, embuscades dans les forêts denses, attaques éclairs sur des positions isolées, sabotage de voies ferrées et de ponts, harcèlement constant des convois de ravitaillement. Ce mode de combat, inspiré à la fois des traditions vietnamiennes et des théories révolutionnaires de Mao Zedong, exploitait la connaissance parfaite du terrain et l'appui des populations locales. Les paysans, souvent acquis à la cause indépendantiste, fournissaient vivres, abris et renseignements précieux. Chaque village pouvait devenir une base logistique invisible pour les forces du Viet Minh. Pour l'armée française, habituée à la guerre conventionnelle, cette tactique fut un cauchemar. Malgré la supériorité aérienne, l'artillerie et les unités mécanisées, les troupes coloniales se retrouvaient usées physiquement et moralement. Les pertes s'accumulaient, le moral des soldats chutait, et l'opinion publique en métropole commençait à s'interroger sur l'utilité de ce conflit lointain. La guerre de positions espérée par Paris se transforma en une guerre d'attrition où chaque victoire tactique semblait sans effet durable. L'année 1949 marque un bouleversement majeur dans l'équilibre des forces en Indochine. En Chine, Mao Zedong proclame la République populaire après la victoire des communistes sur les nationalistes de Chiang Kai-shek. Pour Ho Chi Minh et le Viet Minh, cette révolution à leur porte est une aubaine inespérée. La Chine devient immédiatement leur principal allié, reconnaissant officiellement la République démocratique du Vietnam en janvier 1950 et ouvrant ses frontières pour acheminer armes, munitions, vivres et conseillers militaires. Jusqu'alors isolés sur le plan logistique, les combattants vietnamiens voient leurs capacités transformées. Les camps d'entraînement en territoire chinois permettent la formation de cadres militaires aguerris aux tactiques de guerre modernes. Les fusils, mortiers et mitrailleuses, jusque-là rares, affluent désormais en quantité. De son côté, la France perçoit cette alliance comme une menace de grande ampleur, le conflit local prend une dimension internationale, s'inscrivant dans la guerre froide. Les États-Unis, inquiets de l'expansion communiste en Asie après la chute de la Chine, réagissent rapidement. Washington commence à fournir une aide financière et matérielle massive à l'Union française pour contenir le Viet Minh. L'Indochine devient ainsi un champ de bataille indirect entre le bloc communiste, soutenant Ho Chi Minh, et le camp occidental, appuyant la France. L'arrivée de la Chine dans le conflit marque un tournant stratégique décisif, la guerre change d'échelle, les opérations militaires gagnent en intensité et la perspective d'une victoire rapide française s'éloigne inexorablement. À mesure que la guerre d'Indochine s'enlisait, les États-Unis commencèrent à voir ce conflit lointain sous un prisme bien particulier, celui de la guerre froide et de la lutte idéologique contre le communisme. Washington craignait qu'en cas de victoire du Viet Minh,
l'ensemble de l'Asie du Sud-Est ne bascule dans le camp communiste, suivant la fameuse théorie des dominos. Dès 1950, les Américains apportèrent un soutien logistique massif à la France, financement d'armes, de munitions, de véhicules, mais aussi de conseillers militaires. Ce soutien n'était pas anodin. En 1954, près de 80% du coût de la guerre française en Indochine était couvert par les États-Unis. Cette implication transforma le conflit colonial en un véritable champ de bataille indirect entre Washington et Pékin-Moscou. Les moyens militaires français purent être renforcés, mais l'escalade fut immédiate. Les bombardements s'intensifièrent, les opérations s'élargirent à de vastes zones rurales, et la guerre devint encore plus meurtrière pour les civils. Cependant, ce soutien américain avait un revers, il renforçait la propagande du Viet Minh, qui accusait la France d'être la marionnette des impérialistes étrangers. Les troupes françaises, bien que mieux équipées, continuaient de s'enliser dans une guerre de guérilla que ni l'armement moderne ni l'argent ne semblaient pouvoir gagner. Les États-Unis, persuadés de freiner la marée rouge, s'enfonçaient eux aussi dans un engrenage dont ils mesuraient bientôt toute la complexité. Février 1954. Sur une plaine encaissée du nord-ouest vietnamien, entourée de collines boisées, se joue le destin de la guerre d'Indochine. Les Français, persuadés que la position de Dien Bien Phu est imprenable, y ont installé une base fortifiée pour attirer et détruire les forces du Viet Minh. Mais le général Giap, stratège redoutable, transforme le siège en un chef-d'œuvre tactique. À force d'efforts surhumains, ses troupes acheminent par la jungle et les montagnes des canons lourds jusque sur les hauteurs, visant directement le camp retranché. Pendant 57 jours, l'enfer s'abat sur la garnison française. Les pluies transforment le terrain en bourbier, rendant tout ravitaillement aérien périlleux. Les soldats vivent dans des tranchées inondées, sous un feu constant, épuisés et affamés. Les assauts du Viet Minh se succèdent, implacables, grignotant chaque position défendue avec acharnement. L'héroïsme des parachutistes et des légionnaires ne suffit pas, encerclés, privés de renforts, ils voient la mort approcher. Le 7 mai 1954, la dernière ligne française tombe. Plus de 10 000 hommes sont faits prisonniers. Cette défaite humiliante scelle la fin de la présence militaire française en Indochine et marque un tournant dans l'histoire coloniale du pays. Dien Bien Phu devient le symbole éclatant d'un empire en déclin, et l'ombre de cette bataille plane encore sur la mémoire nationale. Juillet 1954. Dans la chaleur moite des rives du lac Léman, diplomates et représentants des grandes puissances se réunissent à Genève. Le décor est élégant, presque feutré, mais l'atmosphère est électrique. Après 8 années de guerre sanglante et l'humiliation cuisante de Dien Bien Phu, la France arrive affaiblie, consciente que l'heure n'est plus au rêve d'empire. En face, le Viet Minh, victorieux mais épuisé, sait qu'il lui faut transformer ses succès militaires en gains politiques durables. Les discussions sont intenses, parfois tendues, et les puissances étrangères et États-Unis, Union soviétique, Chine pèsent de tout leur poids sur les négociations. Finalement, un accord est trouvé, le Vietnam sera temporairement divisé en 2 zones, coupées par la ligne du 17 parallèle. Au nord, Ho Chi Minh et ses troupes consolident leur pouvoir, au sud, un gouvernement soutenu par les Occidentaux s'installe à Saigon. Les troupes françaises quittent progressivement l'Indochine, marquant la fin d'un siècle de présence coloniale. Pour Paris, c'est un tournant amer, la perte d'un joyau colonial et l'aveu d'une guerre perdue, au prix de dizaines de milliers de vies. Mais c'est aussi la naissance d'un nouveau chapitre, celui d'une Asie en pleine recomposition, où l'indépendance fraîchement acquise ouvre la porte à de nouvelles tensions. Car si les armes se taisent, les idéologies, elles, restent prêtes à reprendre la lutte. La guerre d'Indochine, qui prit officiellement fin en 1954 avec les accords de Genève, laissa derrière elle un paysage politique et humain profondément bouleversé. Pour la France, c'était la fin d'un chapitre colonial commencé près d'un siècle plus tôt, un aveu que la force militaire ne suffisait plus à contenir les aspirations à l'indépendance. Pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge, cette victoire symbolique contre une puissance européenne nourrissait un immense espoir, mais aussi de nouvelles divisions. Le pays se retrouva coupé en deux, au nord, un gouvernement communiste dirigé par Ho Chi Minh, au sud, un régime soutenu par les États-Unis. Ce découpage portait en lui les germes d'un nouveau conflit, plus vaste encore, la guerre du Vietnam. Sur le plan humain,
les cicatrices étaient profondes. Villages détruits, millions de déplacés, familles brisées. L'Indochine ne sortit pas indemne de cette lutte acharnée. Pour beaucoup d'anciens combattants, français comme vietnamiens, les souvenirs de cette guerre restèrent gravés à jamais. La mémoire collective, elle, conserva l'image d'un affrontement inégal, où la détermination d'un peuple parvint à renverser un empire. Et si l'histoire de l'Indochine coloniale s'achevait ici, celle des luttes d'indépendance et des révolutions post-coloniales, elle, ne faisait que commencer. Si cette vidéo vous a éclairé sur la guerre d'Indochine, laissez un like pour soutenir notre travail. Partagez vos réflexions et vos connaissances dans les commentaires, chaque point de vue enrichit la discussion. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur l'histoire contemporaine et les grands événements du XXe siècle.